Bonjour, moi c'est Gilles, ça fait plaisir. Bonjour Thomas. Gilles, ça fait plaisir. Bonjour Martin. Bonjour Gilles, ça fait plaisir. Bonjour Martin. Bonjour et bienvenue au cas de planification financière personnelle. Préférez-vous les instructions en français ou en anglais? En français. Pas de problème. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes à la présentation. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée par moi-même afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question durant cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre université à risque d'être disqualifié de la compétition. J'aimerais demander au public d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Je vais aussi laisser les juges se présenter et ensuite de la présentation, vous pouvez présenter de présentation. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Gilles Simard, je suis le directeur régional du bureau du groupe Investors ici au Saguenay. C'est un bureau qui a un actif supérieur à $1 milliard. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie financière, alors je suis prêt à vous écouter. Bonjour, Marc-Antoine Reid. Je suis directeur régional et collègue de Gilles Simard, donc directeur régional au bureau Québec-Le Bourgneuf. Puis ça fait maintenant 18 ans que je suis dans les services financiers. Bonjour, mon nom est Martin Dionne, je suis directeur régional également, collègue de Marc-Antoine et Gilles. Et moi, je suis situé à mon bureau Terrebonne-Lachenay, puis ça fait plus de 15 ans que je suis dans les secteurs financiers. Très bien. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes très excités à vous présenter la planification de retraite pour Laura et Simon. Tout d'abord, je vais vous présenter mon équipe. Stéphanie Rondeau, Thomas Lachance et moi-même, Marie-Thé Desjardins. Donc, si on commence avec l'ordre du jour, nous allons tout d'abord établir le profil de Laura et de Simon pour voir les faits saillants. Par la suite, nous allons vous préciser les différents objectifs, nos recommandations stratégiques afin d'accomplir ces objectifs et finalement, le plan d'action de demain. Donc, le profil, nous avons Simon Couture, 36 ans, et sa compagne Alice Campbell, 33 ans. Ils sont conjoints de fait. Nous avons une situation financière différente. Donc, au niveau de Simon, c'est un gestionnaire d'entreprise au sein de Protex. Il a un salaire annuel de 95 000 $ par année et il a une couverture d'assurance très complète sur différents niveaux. Du côté d'Alice, c'est une entrepreneure, donc elle a sa propre compagnie, Lauralis. Elle tire un salaire annuel de 130 000 $, mais nous estimons qu'il y a très fort probablement un manque en assurance à les gagner de ce côté-là. Donc, Simon et Alice ont eu un enfant, Logan, qui a maintenant aujourd'hui 10 ans. Nous estimons, avec leur contrat de cohabitation, qu'il faut également réévaluer le testament et la procuration. Donc, nous allons en discuter davantage. Donc, au niveau de la situation financière, en sommaire, c'est une situation financière qui est assez solide. Beaucoup d'argent mis en épargne. Par contre, les dépenses annuelles sont relativement significatives. Donc, malgré une bonne santé financière, il va être nécessaire de réévaluer la façon de placer et d'investir l'argent. Donc, si on regarde les trois objectifs principaux pour la retraite, nous avons tout d'abord une retraite dans 27 ans, donc on aura 60 ans. Par la suite, on a aussi l'achat d'un bateau, donc qui doit être fait. Et finalement, les clients désirent voyager en mer pendant 10 ans. Donc, comment ça va affecter notre agenda? On a des priorités pour aujourd'hui et ensuite pour demain. Au niveau d'aujourd'hui, on veut réévaluer les besoins d'assurance, revoir la stratégie de placement et finalement, le transfert de l'immeuble vers le RAP. Finalement, pour les actions de demain, on veut assurer une retraite confortable et établir une planification successorale qui va bénéficier le gain. On va commencer avec notre premier objectif, qui était d'évaluer la situation des placements actuels pour Simon et Alice.
Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est la situation actuelle de Simon. Dans le fond, pour le bien-être de la présentation, on va regarder seulement celle de Simon parce que c'est la plus problématique à nos yeux. Pourquoi? Parce que Simon, on le dit, a un profil conservateur au niveau de son approche en placement. Par contre, il y a un horizon de placement qui est très long, donc on parle ici de 27 ans. On pense que Simon pourrait facilement aller chercher plus de risques pour aller augmenter son rendement et par le fait même, améliorer sa situation à la retraite. Donc, on remarque au niveau de la situation actuelle, le point le plus problématique est le 72 % qui est attribué en revenu fixe. Par revenu fixe, j'entends les titres obligataires et également, on a une partie revenu fixe là, qui est le REER associé avec son employeur. On a l'impression, c'était pas mentionné clairement, mais que c'est dans des titres, dans les bons du Trésor. On pense que ça pourrait être dirigé ailleurs pour aller chercher un meilleur rendement parce que justement un titre obligataire qui serait également très sécuritaire amènerait un meilleur rendement que ça. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un portefeuille conservateur. On reste encore très sûr en termes de ce qu'il pourrait aller chercher au niveau du risque. On parle de 40 % en obligations, 60 % en titres en actions. Avec ça, déjà, on augmente le rendement estimé. On a fait des hypothèses ici, vous les voyez à la droite du tableau. On parle d'aller chercher un 7 points au lieu d'un 6. Donc, c'est déjà une amélioration ici. Par contre, on pense que c'est encore très sécuritaire pour son horizon d'investissement. On pense qu'on peut aller encore plus loin. Et justement, dans le but de répondre à une des demandes d'Alice, Alice nous faisait part de sa crainte que la hausse des taux d'intérêt pourrait affecter la valeur de ces titres obligataires. Alors, ce qu'on vous propose ici, nous, c'est la situation idéale pour le moment. Donc, c'est un portefeuille que la stratégie, c'est d'avoir une répartition 80-20, 20% en titres obligataires, 80% en titres en actions. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on fait une allocation tactique pour le moment, dans le but de contrer la hausse des taux, qui était un des éléments amenés par Alice, justement. Donc, 10% en obligations, jusqu'à temps qu'on juge qu'on va retourner économiquement dans une situation où les taux vont baisser, on va pouvoir réajuster à une situation de 80-20. On pense que c'est la situation idéale parce que, justement, on a un horizon de placement qui est très long. Donc, on n'est pas vraiment sujet, on n'a pas des besoins de liquidité particuliers. Donc, on peut se permettre d'aller avec plus de risques et justement, avec un portefeuille comme ça, d'aller chercher un 9 %. Un chiffre qui est important parce qu'on va baser, dans le fond, dans nos projections pour la retraite, on va utiliser justement ce portefeuille-là qui est recommandé. On sait que par rapport au profil à Simon, c'est peut-être un peu plus risqué. Il y a peut-être une balance à aller chercher avec lui, mais c'est vraiment nous ce qu'on recommande pour la situation du coup. Donc, passons justement à la planification de la retraite. Ce qu'on voit ici à l'écran présentement, c'est les 10 premières années de la retraite. Pourquoi on l'a séparé comme ça? Parce que les 10 premières années, eh bien, le couple a l'intention de voyager en bateau. Donc, il y a des dépenses de plus que ça et on vous les présente ici. Donc, dépenses annuelles de base qui correspondent au niveau de dépenses actuelles. On rajoute à ça une dépense associée au voyage, donc le 25 000 qui était présenté, qui est estimé présentement. Et également une dépense associée aux frais d'assurance parce que, comme ils vont passer beaucoup de temps à l'étranger, c'est important d'avoir une bonne couverture. Et à cet âge-là, le montant de la prime est assez coûteux. Donc, on l'estime présentement à 2 000 $ annuels, donc 4 000 pour le couple. Ça nous donne une dépense pour les 10 premières années de retraite de 172 000. On a calculé avec justement le rendement que je vous ai présenté, ajusté à l'inflation, qu'on estime à 2 %. Ça nous donne un niveau d'épargne disponible de 4 270 000 lorsqu'ils vont prendre leur retraite, lorsqu'elle sera 60 ans. Et on enlève à ça l'achat du bateau, parce que, évidemment, ça va prendre un bateau pour faire ce beau voyage-là. Ça nous laisse 4 millions en épargne. Si on calcule la rente que cela va donner, eh bien, on calcule qu'ils ont besoin de se verser une rente de 225 000. S'ajoute à ça la rente du RRQ, qu'on estime à 25 % des cotisations qu'ils ont faites au cours de leur vie. Donc, ça nous donne un revenu de 281 000. Avec l'impôt, il nous reste 190 000 qui compte amplement le besoin qui correspond au niveau de dépenses actuelles pour le couple et pour les 10 premières années de la retraite. Donc maintenant, il reste à évaluer les 20 dernières années, donc avec la supposition qu'ils auront une estimée de vie autour de 90 ans. Donc, 20 dernières années, on suppose qu'il va y avoir un ralentissement au niveau des dépenses. On ne voyage plus, donc le 25 000 $ par année est supprimé. Donc, en gardant le mode de vie qu'ils ont actuellement, on garde les mêmes dépenses,
autour de la retraite, ça va être environ dans les 140 000 de dépenses annuelles. Donc, avec les mêmes suppositions de la rente de la RRQ, on estime qu'on a besoin d'environ 130 000 de rente annuelle pour être capable de soutenir leur mode de vie pour les 20 dernières années de leur retraite. Donc, suite à toute cette partie-là, il y avait également l'aspect de l'héritage. Donc, leur fils, ils voulaient leur laisser un héritage considérable. Donc, en considérant qu'on a un portefeuille réajusté avec un investissement plus agressif, leur mode de vie pour les 20 dernières années et les 10 dernières années où ils vont voyager, nous avons estimé qu'il était possible de laisser un héritage autour des 2 millions de dollars à leur fils, qui est relativement assez considérable. Maintenant, nous avons également évalué la façon dont ils avaient alloué leurs épargnes dans leur compte, donc CELI, REER et leurs fonds non enregistrés. Donc, la situation actuelle pour Simon, il a un CELI de 17 000 dans ses REER, 192 000 départagés entre les bénéfices avec son employeur et ce qu'il a mis de côté pour lui-même. Alors, nous avons fait l'évaluation en fonction de son revenu annuel de 95 000. Son plafond de cotisation auquel il a droit pour les REER est de 17 100 et actuellement, il n'utilise que 3 800. Donc, il y a un manque à cet aspect-là. Donc, de 13 300 le manque. Pour Alice, dans son CELI, elle a actuellement 22 000 le REER, c'est de 136 000 et avec son salaire annuel de 130 000 et son plafond, on a calculé qu'il était de 23 400. Alors, pour elle, son manque à les gagner est uniquement de 2 500. C'est une situation différente. Donc, voici ce qu'on vous propose afin de mieux allouer les budgets. Donc, premièrement, pour Simon, on veut faire un transfert au CELI. Donc, considérant que le CELI était ouvert en 2009, ils ont accumulé un plafond maximal de 52 000 Donc, nous proposons un transfert de la balance restante de 35 000 cette balance qui va être tirée de ses fonds non enregistrés. Donc, on termine avec un 52 000 dans les CELI. Au niveau des REER, vous avez le 13 300 qui a été non utilisé, en accumulant la balance de l'année précédente qui a été non utilisée également. Nous avons supposé qu'on pourrait faire un transfert de 26 600 Donc, avec une somme finale, excusez-moi, de autour des 218 000 pour les REER. Donc, cela laisse une nouvelle balance pour les fonds non enregistrés des 76 000. Ça, c'est pour Simon. Donc, au niveau de Laura, elle avait un 30 000 à aller gagner au niveau des CELI. Et au niveau des REER, nous avons également considéré qu'il y avait un 2500 de l'année antécédente qui n'avait pas été exploité. Donc, on considère un transfert de 5 000 pour un total au niveau de son REER de 141 000 Donc, dans les deux cas, on augmente au niveau des CELI et on augmente également au niveau des REER en tirant des sommes qui n'avaient pas été exploitées au niveau des fonds non enregistrés. Ensuite, au niveau de Logan, donc le fils, il verse présentement une cotisation annuelle de 750 que nous jugeons qui n'est pas suffisante, qui n'est pas optimale. Avec ça, ils sont simplement capables d'aller chercher autour du 12 000 sur les 8 années qui lui restent afin de cotiser. Donc, nous avons une nouvelle proposition. Nous proposons 2 000 Pourquoi 2 000 Avec le 20 des subventions canadiennes et le plafond maximal de 400 par année qu'ils peuvent aller chercher en subvention, nous estimons qu'avec ce montant, ils vont aller chercher le maximum des bénéfices qu'ils peuvent avoir au niveau gouvernemental, tout en maximisant les fonds qu'ils peuvent réellement accumuler pour leur fils. Donc, au terme de ces 8 ans, ils vont avoir 25 000 qui vont avoir été générés. Donc, au terme des 18 ans de Logan, avec cette nouvelle proposition, il va avoir un montant accumulé de 40 000 pour ses études postsecondaires, ce que nous considérons qui est amplement suffisant. Donc, si on regarde au niveau de la fiscalité, Laura œuvre dans le secteur manufacturier et elle a aussi une petite entreprise. Donc, on peut aller chercher une déduction pour petite entreprise. Et on a ici les critères. Donc, les critères ont été assouplis dans les dernières années. Et il faut avoir des employés tout au long de l'année qui travaillent pour aller chercher un certain nombre d'heures, donc 5 500. Par la suite, au niveau des sociétés des secteurs primaires, on a droit à une déduction supplémentaire. Donc, les conséquences fiscales, tout d'abord, on a droit à la déduction pour petites entreprises avec le taux marginal d'imposition qui va être plus petit. Par la suite, si on regarde pour la déduction additionnelle des PME du secteur primaire ou manufacturier, on a des nouvelles conditions. Donc, il faut que la proportion des activités du secteur manufacturier de fabrication et transformation soit au moins 50% de nos activités, ce qui va pouvoir venir nous donner une conséquence fiscale. On a droit à un taux de déduction additionnelle de 4 %.
Et sinon, il va y avoir une réduction linéaire qui va être faite dépendamment du pourcentage des activités qui sont faites dans le secteur de la fabrication et de la distribution. Donc, c'est vraiment là qu'on peut aller optimiser au niveau de la situation fiscale, aller chercher des déductions et des taux d'imposition plus avantageux. Si on regarde aussi, on a noté que l'ORA se verse un salaire. Donc, au niveau de l'avantage, bien évidemment, elle peut bénéficier des régimes auxquels elle cotise. Cependant, le taux d'imposition est beaucoup plus élevé. Donc, il faudrait discuter de la possibilité de verser le salaire sous forme de dividende, ce qui va nous permettre d'avoir un taux d'imposition qui va être beaucoup moins élevé. Cependant, la dépense de dividende ne va pas être déductible pour l'entreprise de l'ORA. Par la suite, on a aussi part de l'immeuble, donc on veut que le père de l'ORA veut lui léguer avant le décès, donc dans les prochaines années. Et on voit ici qu'on peut faire un transfert de biens au contribuable vers une société. Donc, si on va aller chercher un roulement fiscal et différer le paiement d'impôts. Donc, on regarde les deux conditions. Tout d'abord, il faut que la proportion des activités soit d'au moins 90% au Québec. Et par la suite, on voit aussi que le particulier qui va léguer le bien doit résider au Québec le dernier jour du transfert. Donc, c'est vraiment là qu'on voudrait aller discuter avec un fiscaliste pour voir si c'est plus avantageux. Donc, si au niveau du roulement, c'est plus avantageux d'aller vers la société ou directement de le léguer à l'ORA sous forme de don. Par la suite, si on regarde la couverture en assurance. Donc, Simon a une couverture très complète. Donc, on voit que par le biais de son travail, de son employeur, on a une assurance collective qui couvre vie, médicale, dentaire pour toute la famille. Depuis, il a aussi une assurance invalidité à long terme. Simon cotise aussi à l'ORA, donc par le biais de son employeur. Il cotise pour une assurance vie qui est évaluée à 50 000 $. Donc, on a jugé que la couverture actuelle était insuffisante, notamment au fait de l'assurance vie de l'ORA qui est seulement de 50 000 $. Donc, on croit qu'on peut aller chercher une plus grande assurance vie. Et ensuite, une assurance pour enfants mineurs. Vous nous en avez parlé et nous croyons aussi que c'est une excellente idée. Et c'est là qu'on voudrait aller chercher les conseils d'un courtier en assurance pour vraiment aller voir le produit idéal pour cette assurance-là. Donc, si on regarde les différentes considérations légales. Donc, tout d'abord, vous nous avez fait part que les clients n'ont pas de contrat de vie commune de cohabitation. Et c'est quelque chose qu'on aimerait aller modifier. Du fait qu'on a vraiment beaucoup d'actifs et d'éléments à leur nom, on veut vraiment aller chercher un contrat qui va venir définir le régime matrimonial des deux individus. Donc, advenant un cas de rupture, que les deux individus soient bien protégés. De plus, puisqu'il y a un enfant, on aimerait aussi établir la garde et la pension alimentaire en cas de rupture. Finalement, si on pense au testament, vous nous avez indiqué qu'il y a eu un testament qui a été fait au moment de la naissance de la garde, donc il y a 10 ans. Cependant, on pense qu'il serait bien d'aller faire une révision de ce testament pour voir si la situation a changé, s'il y a plusieurs éléments qu'on pourrait modifier, mettre à jour, pour vraiment être sûr de venir refléter la situation actuelle le mieux possible. Tout ça dans une optique de vraiment venir protéger le GAM en cas d'éventualité. Si on regarde notre plan d'action, donc tout d'abord, on va consulter un notaire afin de venir réviser le testament et surtout établir le contrat de cohabitation. Par la suite, le fiscaliste, c'est pour discuter de la fiducie. Donc, vous nous avez parlé d'une fiducie testamentaire et on va aller voir s'il peut avoir des avantages qui vont être tirés de cela et aussi au niveau du roulement de l'immobilisation. Donc, le fiscaliste va vraiment venir nous conseiller sur le roulement. Et finalement, le courtier en assurance pour venir évaluer comment la couverture pourrait être mieux réajustée, ainsi venir protéger toute la famille sur un horizon de temps plus élevé. Et finalement, comme mon collègue l'a mentionné, on a plusieurs éléments qu'on va aller modifier au niveau de la stratégie de placement et aussi des véhicules d'épargne. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir aller chercher vers le futur et revoir la stratégie d'épargne et de placement. À présent, nous sommes prêts pour vos questions. Bravo. Oui, moi je peux commencer. Vous nous avez expliqué en gros qu'est-ce que c'était qu'un revenu par salaire et versus dividende. Mais on a une obstination avec un collègue au bureau, puis c'est quoi vous nous recommandez finalement? Au final, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui serait plus avantageux pour l'ORA. On pense qu'au niveau d'un salaire versé sur dividende, ça va être plus avantageux du fait qu'ils sont deux employés, deux actionnaires dans cette société-là, d'aller chercher les deux des salaires versés sous forme de dividende. Un salaire ou un dividende? Un dividende. Un dividende? Et on veut que le salaire soit versé sous forme de dividende pour les deux.
pour Laura et pour sa Donc, partenaire d'affaires. si je comprends bien, Laura n'aura plus de salaire, elle va recevoir qu'un dividende. Oui, elle va recevoir exactement sous la forme d'un dividende pour aller Ok. chercher un taux d'impôt plus bas. Puis, est-ce que ça vous inquiète au niveau du régime des rentes du Québec? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ce qu'on peut faire, c'est venir diminuer le salaire pour laisser place au dividende. Donc, ça va vraiment venir chercher les avantages du salaire et ensuite du dividende. Donc, Ok. ça, c'est vraiment ce qui va optimiser la situation fiscale pour Laura et pour sa partenaire d'affaires. Donc, Ok. elle va pouvoir avoir les avantages du salaire, donc de recevoir les cotisations auxquelles elle contribue dans son régime, et aussi au niveau des dividendes. Donc, ça va venir réduire l'imposition. Good. Est-ce que on va prendre une assurance invalidité pour Laura avec ça ou on va être correct comme ça? Ou... Oui, dans le fond, l'assurance, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est de faire un premier pas, mais c'est pas qu'il va être important de couvrir aussi plus tard. Mais oui, c'est ça, on sent qu'il y a un manque pour Laura, justement, au niveau de l'assurance. On a une petite assurance vie, donc si une perte de salaire, c'est un problème. Il n'y a pas d'assurance invalidité, donc si jamais elle finit incapable de travailler, ça peut vraiment être un problème, surtout qu'en présentement, elle gagne son salaire, elle gagne un salaire, donc ça ne peut pas se présenter, mais justement, il y a beaucoup de risques associés à ça. Donc ça va être, oui, important de justement aller chercher une assurance invalidité, comme Simon le fait présentement avec son employeur. Vous n'avez pas parlé d'assurance maladie grave. Est-ce que selon vous, c'est important pour les parents et l'enfant d'avoir une assurance maladie grave? L'impression qu'on a eue de la lecture d'informations qui nous a été transmise, c'est que Simon en avait une via l'Assurance Québec, son employeur. Donc, à ce niveau-là, c'était déjà couvert. Mais c'est sûr que si on y va avec une assurance invalidité, dans l'idéal, c'est d'également ajouter une portion aussi maladie grave là, pour combler la perte de revenus associée avec ça. Puis vous avez parlé aussi de REE, de subventions. Ça ressemble à quoi les subventions qu'on peut avoir? Donc, vous avez la subvention gouvernementale qui va être autour du 20 %, mais évidemment, il y a un plafond maximum. Donc, c'est jusqu'à 400 $ annuellement qui veut vraiment avoir cet ajout-là. Et au niveau d'une vie, c'est jusqu'à 7 200 $ gouvernemental. Donc, en fait, la proposition qu'on a faite, c'est considérant qu'ils avaient un salaire quand même assez élevé, qu'ils n'auront pas le bon études canadien qui peut être associé avec un salaire plus inférieur. On a considéré qu'avec cet argent-là, ce montant-là, on allait vraiment maximiser au niveau peut-être du pourcentage du montant final qui allait être tiré d'une subvention. Puis ça allait vraiment permettre d'avoir comme un montant assez considérable. Au niveau fédéral, il y a le 20 %. Au niveau provincial, est-ce qu'il existe une subvention? On a aussi des incitatifs qui viennent se conjuguer à la subvention qui est faite au niveau fédéral. Donc, il y a un incitatif pour cotiser aux études supérieures. OK. Je ne suis pas certain que j'ai tout saisi la stratégie pour céder le bloc à la compagnie, rouler le bloc à la compagnie. Qui est propriétaire de cette compagnie-là? Donc, dans le fond, Laura est propriétaire à 60 % et donc, c'est son père qui veut lui léguer un immeuble. Donc, c'est de voir s'il y a un roulement qui peut être fait ou sinon de léguer directement à un particulier. Est-ce qu'il y aurait des impôts pour le monsieur qui cède le père? Dans le fond, si le roulement est possible et admissible, c'est là qu'on va avoir un report d'impôt, donc on va pouvoir les différer. Et sinon, il va y avoir un montant qui va être à payer aussi. Puis c'est-tu mieux de le faire à la juste valeur marchande au prix que les parents ont payé? Il faut que ça soit évalué. On doit calculer l'écart. Donc, quand on remplit les différents rapports avec le gouvernement, ils vont demander qu'il y ait un écart qui était fait entre la juste valeur et le prix d'acquisition. Moi, j'ai déjà entendu dire que sur une résidence, il n'y avait pas d'impôt. Dans le fond, si on vend notre résidence principale, effectivement, il n'y a pas d'impôt. Mais ici, on parle de nos mesures, c'est un roulement d'une œuvre par une autre personne. Donc, c'est pas une vente. L'impôt ne disparaîtra pas. L'impôt va rester dans la compagnie ou comment vous voyez ça? Vraiment comme un report d'impôt. Donc, l'impôt va subsister, mais il va être reporté dans l'activité. Différé. Des questions maintenant terminées. Bravo, merci. I gotta get back again.